Alors, avant toute chose, je souhaite remercier l'AHA, son président Guy Lambert et les organisatrices et organisateurs du Doctathlon, donc Cléa Calderoni, Sybille Levaux et Arnaud Schoener, de me permettre de participer à cet événement. J'y avais déjà assisté en tant que spectatrice par Zoom en 2021 et je tiens à souligner que bénéficier des retours d'expérience de doctorantes et doctorants aux objets d'études très variés m'avait personnellement beaucoup aidé au début de mon doctorat. Alors, je vous remercie de l'organisation et de la perpétuation de cette manifestation qui me semble très utile. Ma communication portera sur l'évolution de mon projet de thèse entre ma première et ma deuxième année de doctorat et sur la délimitation progressive de mon objet d'étude. Donc, je commencerai par vous présenter le projet initial déposé en octobre 2020, puis le, ou plutôt les moments du déclic survenus au cours de ma première et au début de ma deuxième année de thèse. Et je terminerai en évoquant quelques défis méthodologiques et enjeux épistémologiques auxquels le recadrage de mon sujet m'a confrontée. Alors, l'idée initiale de mon sujet de thèse est née à la suite de la rédaction de 2 mémoires de recherche sous la direction de Jean-Philippe Garric. En première année de master, j'ai étudié une opération de maison à Bon Marché qui datait des années 20, située dans le 14e arrondissement de Paris, rue du Square Montsouris. Mon travail portait certes sur un objet très circonscrit, mais ces recherches m'ont donné l'occasion d'aborder rapidement l'internationalisation de la question du logement social ou plus largement populaire durant l'entre-deux-guerres. Cette question, elle a déjà été très largement traitée dans l'historiographie et elle renvoie notamment à l'émergence des avant-gardes architecturales. Toutefois, la généalogie de ce phénomène apparaissait comme une zone d'ombre, alors que dès les années 1870, des auteurs comme Émile Müller ou Émile Cacheux s'intéressaient déjà à des réalisations étrangères d'habitation ouvrière. En deuxième année de master, j'ai consacré mon mémoire au parcours de l'architecte américain Ernest Flagg, ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Paris à la toute fin du 19e siècle, qui s'est par la suite illustré dans le domaine de l'habitat populaire à New York. Mes recherches à son sujet m'ont amené à me pencher sur le phénomène de globalisation de la culture Beaux-Arts, qui fait aujourd'hui l'objet d'une attention accrue. Il m'a alors semblé que celle-ci se déroulait en parallèle d'une autre internationalisation, celle de la question de l'habitat ouvrier, et que ces deux phénomènes paraissaient, du moins à première vue, n'avoir que peu de points de communication entre eux. Et parallèlement à mes travaux de master, j'ai aussi eu l'occasion de réaliser quelques recherches sur la question du logement ouvrier dans la Revue générale de l'architecture et des travaux publics de César Daly. Or, en dépouillant cette publication, je me suis rendu compte que dès le milieu des années 1840, Daly publie des articles sur des réalisations de logements ouvriers en Angleterre puis en Belgique. Donc, ces circulations de modèles, dont je pensais qu'elles commençaient dans les années 1870, avec les travaux de Müller et Cacheux, étaient en réalité donc bien plus anciennes. Et je n'en avais, pour ainsi dire, pas entendu parler dans les nombreuses études que j'avais pu lire sur la question du logement ouvrier au XIXe siècle. Alors, lors de mon inscription en thèse, en octobre 2020, j'ai déposé le sujet suivant, l'habitat ouvrier dans la seconde moitié du XIXe siècle, étude transnationale d'une culture architecturale aux ancrages locaux. J'entendais alors étudier donc, de façon transnationale le développement d'une culture architecturale propre au domaine de l'habitat ouvrier durant cette période charnière. Mon hypothèse de départ était double. D'une part, le logement des classes laborieuses paraît émerger au cours de cette période comme un domaine architectural à part, avec des références, des modèles, des acteurs, des publications et des questionnements spécifiques, dont j'avais commencé à percevoir le caractère transnational pendant mes recherches de master. Et d'autre part, ce domaine semblait pourtant travailler la pensée architecturale dans son ensemble, car sa position, donc certes marginale au sein de la culture Beaux-Arts, pouvait offrir aux acteurs des possibilités d'expérimentation et d'innovation dans les formes comme dans les techniques, propres à stimuler le champ tout entier. Compte tenu de son caractère très vaste, la nécessité d'un recadrage de mon sujet s'est fait sentir donc, dès mon inscription et a constitué le principal objectif de ma première année de doctorat. J'ai ainsi exploré plusieurs pistes de délimitation. Donc, la première option, la délimitation géographique, me posait un évident problème. Elle me semblait difficile à justifier sur le plan scientifique, puisque les circulations transnationales de cette période étaient loin de se limiter à 2 ou 3 pays. Alors, elle aurait certes permis de dresser une étude comparative resserrée et donc mieux maîtrisée, mais cela aurait été, je pense, au détriment d'une réflexion globale sur les échanges ayant lieu à cette période. La deuxième option, un cadrage sectoriel, apparaissait déjà comme plus pertinente. En effet, au XIXe siècle, de nombreux échanges et transferts techniques avaient lieu au sein d'une même industrie, comme l'a par exemple montré une étude de Giovanni Luigi Fontana et Gérard Gaillot, parue en 2004 sur le marché de la laine.
mais cela aurait eu le désavantage de nous couper d'une importante partie des circulations qui n'étaient, elles, pas déterminées par le secteur d'activité des industriels. La dernière option qui m'apparaissait était un recadrage chronologique, donc identifier une période plus resserrée au cours de laquelle les échanges transnationaux dans le domaine de l'habitat ouvrier seraient apparus comme particulièrement importants et intenses. Mais je restais convaincue de l'intérêt d'étudier le développement de cette culture architecturale spécifique sur le temps long, en prenant en compte ces évolutions au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Et c'est la lecture de nombreuses sources imprimées qui m'a progressivement amenée au déclic. J'ai réalisé en fait à quel point certains moments, limités dans le temps, avaient joué un rôle de catalyseur dans les réflexions autour de l'habitat ouvrier. Parmi eux, les expositions universelles et internationales apparaissaient comme un vecteur crucial de diffusion transnationale de théories et de modèles architecturaux. Mais pourquoi ? Alors tout d'abord, à l'occasion de nombreuses expositions, le logement ouvrier a été exposé de multiples façons, par le biais de documents architecturaux, de documents iconographiques, mais aussi de modèles à taille réduite ou réelle, comme vous en avez un exemple ici. Au-delà de ces objets et modèles éphémères de véritables habitations, pensés pour perdurer après la tenue des expositions, ont également vu le jour, à l'image des maisons ouvrières de la rue Daumesnil à Paris, construites à l'occasion de l'exposition de 1867, ou encore des habitations à bon marché du boulevard Montefiore à Liège, édifiées en 1905 dans le cadre d'un concours qui avait eu lieu en parallèle de l'exposition. Ensuite, grâce à ces manifestations, la littérature sur la question du logement ouvrier a connu des développements marquants sous la forme d'articles de périodiques, mais surtout d'ouvrages et de rapports publiés parfois des années après la tenue de ces événements. Certaines de ces publications ont même concouru dans des expositions. C'est par exemple le cas de l'étude « Les habitations ouvrières en tout pays » que je mentionnais tout à l'heure, qui a été médaillée à Paris en 1878. Enfin, ces manifestations entretenaient des rapports étroits avec d'autres événements internationaux, au premier rang desquels les congrès. La poursuite du dépouillement de la vaste bibliographie liée à mon sujet m'a confirmé dans l'idée que le rôle des expositions, quoique brièvement évoqué dans plusieurs études, n'avait pas été suffisamment exploré, à la différence de celui des congrès internationaux, déjà étudiés à la fin des années 90, notamment par Christian Topalov dans ses travaux sur la nébuleuse réformatrice, et plus récemment par Chris Leonards et Nico Randrat ou par Carmen Van Praet. Le dernier facteur qui m'a permis de confirmer ce déclic, ce sont les discussions que j'ai eu l'occasion d'avoir avec plusieurs chercheurs et chercheuses. Alors, mon directeur de thèse, bien sûr, mais je pense aussi à Guy Lambert, qui m'avait notamment conseillé de m'intéresser aux récents travaux de Elsa Besson, qui a soutenu l'année dernière une thèse consacrée à l'architecture carcérale et au développement d'une science pénitentiaire internationale, en mettant notamment en lumière le rôle des congrès pénitentiaires internationaux. Et je tiens également à remercier les chercheurs et chercheuses de l'Institut historique allemand qui m'ont donné l'opportunité de présenter mes travaux lors d'un séminaire et dont les remarques et conseils très constructifs m'ont confirmé dans le choix de cette réorientation thématique. Donc, à l'automne 2021, j'ai commencé ma deuxième année de thèse avec un sujet profondément redéfini intitulé « Exposer l'habitat ouvrier en Europe, le développement d'une culture architecturale transnationale ». Actuellement, je m'appuie donc sur un corpus de 18 expositions universelles, mais aussi internationales et spécialisées, allant de la Great Exhibition de Londres en 1851 à la dernière exposition universelle avant la Première Guerre mondiale qui a eu lieu en 1913 à Gand. L'un des défis méthodologiques auxquels je suis à présent confrontée est celui du croisement des niveaux d'analyse. En effet, l'étude de ce large ensemble d'expositions m'a permis de mettre à jour un corpus de plus d'1 millier d'exposants et d'opérations exposées, émanant d'un peu moins d'une trentaine de pays et zones géographiques. Je dois donc être capable d'analyser quantitativement ce très large corpus pour faire ressortir des tendances générales, notamment en ce qui concerne 2 points. L'évolution des caractéristiques des modèles architecturaux exposés et l'évolution des pays et zones géographiques et culturelles représentées à ces expositions afin de questionner la notion de centre et de périphérie au sein de cette culture architecturale en développement. Et à cette analyse quantitative s'ajoute bien sûr une étude rapprochée de plusieurs opérations, acteurs et publications qui doit me permettre d'étudier de façon plus fine mes thématiques de recherche centrales qui sont les suivantes. La matérialité des réalisations donc pérennes ou éphémères liées à ces manifestations, la diffusion de modèles architecturaux, surtout par le biais de l'imprimé, le développement de réseaux transnationaux d'acteurs et enfin les stratégies expositionnaires de ces protagonistes. En somme, même si mon sujet apparaît aujourd'hui comme mieux défini, la question de la délimitation continue à se poser lorsqu'il s'agit de choisir les cas d'études les plus pertinents.
forcément. J'évoquais, donc ça c'est un exemple d'un tableau Excel avec lequel je me bats voilà, régulièrement. J'évoquais à l'instant la notion de stratégie expositionnaire et cela me donne l'occasion d'aborder un deuxième questionnement. En effet, même si mon objet de recherche est transnational, cela ne doit pas occulter le fait que la seconde moitié du 19e siècle est marquée, comme vous le savez, par la montée en puissance des États-nations qui utilisent stratégiquement les expositions comme lieu de représentation et d'expression de la puissance nationale. Je me suis donc un peu interrogée sur l'importance qui pouvait initialement sembler un peu paradoxale de la prise en compte de l'échelle nationale dans un sujet qui avait initialement pour ambition de mettre en lumière les connexions transnationales tissées entre des réalisations à l'ancrage très local. Sur cette question, plusieurs travaux en histoire connectée et croisée m'ont éclairé et je souhaitais notamment vous partager une citation de l'historien Simon MacDonald que je trouve particulièrement intéressante lorsque l'on s'interroge sur l'articulation des échelles dans les recherches qui se réclament de l'histoire transnationale. Donc je le cite, la traduction est de moi, j'espère qu'elle est correcte. Les historiens considèrent de plus en plus l'histoire transnationale moins comme un correctif absolu au cadre d'analyses internationaux ou comparatifs que comme un complément nécessaire à ceux-ci. En effet, de nombreux courants d'écriture de l'histoire transnationale peuvent être considérés comme travaillant en symbiose avec les historiographies nationales en leur offrant des dividendes de recherche significatifs. Et effectivement, depuis le début de mon doctorat, je constate à quel point mes recherches dialoguent en fait avec les différents travaux qui ont adopté jusqu'ici une perspective surtout nationale pour étudier l'histoire de l'habitat ouvrier, travaux qui parfois semblent s'être un peu ignorés entre eux. Et pour conclure cette présentation, je souhaitais vous partager une autre réflexion qui a germé chez moi au moment de la redéfinition de mon sujet. En effet, j'ai commencé mon doctorat en ayant pour ambition de mettre en lumière le développement d'une culture architecturale. Et cette notion renvoie par essence à une construction lente, puisqu'il faut du temps pour nouer des relations, établir des réseaux et bâtir des références communes. Or, en réorientant mon sujet, j'introduisais des temporalités beaucoup plus courtes, car les expositions ne duraient que quelques mois. Je me suis donc interrogée sur les enjeux épistémologiques de ce passage à l'événement. Alors évidemment, cela m'a rappelé l'important article à longue durée de Fernand Braudel, publié en 1958 dans la rubrique Débat et combat de la revue des Annales. Pour définir cette notion de longue durée, l'auteur commence par s'intéresser à ce qu'elle n'est pas. Donc je le cite, « La formule bonne ou mauvaise, mais devenue familière pour désigner l'inverse de ce que François Signan, l'un des premiers après Paul Lacombe, aura baptisé histoire événementielle. » Et en effet, je cite toujours Braudel, tout travail historique décompose le temps révolu, choisi entre ces réalités chronologiques, selon des préférences et exclusives plus ou moins conscientes. L'histoire traditionnelle, attentive au temps bref, à l'individu, à l'événement, nous a depuis longtemps habitués à son récit précipité, dramatique, de souffle court. Alors, bien sûr, Braudel, dans son article, reconnaît que sa tendance à emprisonner l'événement dans la courte durée est critiquable. Il explique d'ailleurs que les philosophes pourraient lui rétorquer que c'est vider le mot, je le cite, d'une partie de son sens. Il admet même que l'événement peut, je le cite encore, porter témoignage sur des mouvements très profonds. Néanmoins, la suite de son propos reste un plaidoyer pour la prise en compte de la longue durée dans les sciences sociales. Les débats autour de cette notion ont été analysés à partir de la fin des années 80, notamment par l'historien François Doss dans son ouvrage L'histoire en miettes, et puis beaucoup plus récemment en 2010 par ce même auteur avec un nouveau volume intitulé Renaissance de l'événement. Et pour conclure mon propos, c'est avec une citation de son introduction que j'aimerais vous laisser, je le cite. L'attention nouvelle à la trace laissée par l'événement, à ses mutations successives, est tout à fait fondamentale et permet d'éviter le faux dilemme appauvrissant et réducteur d'avoir à choisir entre une événementialité supposée courte et une longue durée dite structurale. Dans cette perspective, l'événement n'est pas un simple donné qu'il suffirait de recueillir pour en attester la réalité, c'est un construit qui renvoie à l'ensemble de l'univers social comme matrice de la constitution symbolique du sens. Et c'est précisément à cette approche que j'aspire à me rattacher dans le cadre de mon travail de thèse, en interrogeant des événements ontologiquement éphémères pour mettre en lumière des évolutions profondes qui ont eu des effets durables sur le champ architectural et aussi sur le cadre de vie des populations ouvrières. Je vous remercie.